Vous écoutez l'épisode 160 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel je reçois Marina Tual, maîtresse de conférences en psychologie, pour parler de recherche, de diffusion des pratiques et de neuromythes. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Il y a quelques mois, je me suis entretenue avec Marina Tual, qui est maîtresse de conférences en psychologie à l'INSPE de Paris et au LabCID, que j'ai découverte par le biais d'un article dans lequel elle évoque la difficulté de passer de la recherche au terrain. Elle explique notamment que lorsque des recherches démontrent, grâce à des données probantes, qu'une démarche pédagogique ou un dispositif est efficace, il ne suffit pas de prescrire cette pratique pour qu'elle se propage et se diffuse de manière efficace sur le terrain et auprès des enseignants ou qu'elle obtienne les mêmes résultats. Cela nécessite de l'accompagnement et de la connaissance des fondements théoriques. Et j'ai également pu lire un autre article où elle évoque la question des neuromythes présents dans les croyances liées à l'enseignement. J'ai alors eu envie de recevoir Marina Tual au micro du podcast pour évoquer ces différents sujets et je vous laisse écouter notre échange où nous avons parlé de développement professionnel, de recherche, de compétences de haut niveau que mobilisent les enseignants et les enseignantes au quotidien. Et vous allez entendre un discours qui se veut à la fois encourageant et déculpabilisant et qui, nous espérons, vous parlera. Bonne écoute! Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement pour les personnes qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas? Donc, je suis Marina Tual, je suis maîtresse de conférences en psychologie à l'INSPE de Paris et au laboratoire le LabCID de Paris-Cité. J'ai été enseignante spécialisée dans le premier degré. J'ai effectué pratiquement toute ma carrière dans l'enseignement spécialisé. J'ai commencé en ITEP avec des élèves qui avaient des troubles du comportement et ensuite j'ai travaillé principalement en SECPA. Voilà. Donc très rapidement, je me suis retrouvée assez démunie face aux difficultés importantes de mes élèves, notamment en lecture. Et j'ai souhaité renforcer ma formation initiale. Voilà, donc j'ai suivi une formation pour préparer, à l'époque c'était le CAP-ASH, pour être enseignante spécialisée. Et ensuite j'ai fait un master 2 handicap, grandes difficultés scolaires. Et j'ai enchaîné avec une thèse sous la direction de Maryse Bianco et de Pascal Brissot. Super. Un beau parcours. Et du coup, est-ce que vous pourriez préciser rapidement ce que c'est que le LabCID ? Le LabCID, c'est le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. C'est un laboratoire qui a la particularité en fait de réaliser des recherches à la fois très fondamentales. Voilà, on essaye de voir quelles sont les compétences, pour apprendre à lire, pour les compétences nécessaires sur la numération, mais aussi qui s'interroge aussi sur les pratiques de classe. Voilà, en fait, je trouve que c'est une particularité de ce laboratoire, c'est d'aller de la recherche fondamentale à la pratique de classe. Ouais. Comment, en fait, tous ces résultats peuvent être transférés et avoir un impact sur la société. Ouais. C'était justement l'objet de l'article qui m'avait interpellée, où vous disiez que il suffit pas seulement de prescrire des méthodes qui auraient été validées par la science pour qu'ensuite tous les enseignants puissent s'en emparer et reproduire de la même manière les pratiques qui auraient été préconisées. Alors ça, c'est quelque chose qui me semble vraiment essentiel. Je crois qu'on peut dire qu'à un moment donné, on a cru qu'il suffisait de diffuser.
Et voilà, il y a eu quelques échecs, notamment quand on a essayé de mesurer, voilà, de façon très rigoureuse l'effet de diffusion à grande échelle de dispositifs fondés sur des données probantes. On a eu des résultats souvent très décevants. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est pas propre au monde de l'éducation. En fait, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment en médecine et dans le milieu médical. Ils se sont interrogés depuis un certain temps déjà sur cette difficulté du transfert des résultats de la recherche dans les pratiques. Ouais. C'est intéressant parce que on entend souvent voilà, telle méthode ça a été validée par telle recherche, etc. Et donc on pourrait avoir l'impression que juste de s'emparer du document fini ça suffit, alors que derrière c'est ce que vous disiez dans l'article, vous parlez du concept de fidélité. Et moi, qui suis pas du tout chercheuse, mais en tant que formatrice, j'ai observé les fois où on propose des choses qui ont l'air d'être clés en main ou qui ont l'air d'être quand on a eu accès à la pensée de l'auteur et qu'on sait ce qu'il y a, les tenants et les aboutissants, on arrive à avoir la portée de la pratique. Mais par contre, quand on la transmet aux enseignants, il y a des choses qui passent pas, et dans la mise en œuvre, c'est parfois très différent de ce qui avait été pensé au départ. Alors, je trouve que c'est extrêmement important de s'interroger sur cette question, parce que comme on a eu des échecs, notamment de diffusion à grande échelle de dispositifs fondés sur des données probantes, une possibilité, c'est de rejeter complètement ces dispositifs et de dire, vous voyez, ça marche pas, ça sert à rien, ça marche pas. C'est à chacun d'inventer sa solution. Et je pense que non. Et qu'il y a une autre alternative, c'est se dire, OK, maintenant on a bien vu que c'était pas simple, il suffisait pas de faire connaître, mais il y a peut-être une possibilité quand même d'aider les enseignants à se les approprier. Et ce qu'on fait, ces dispositifs ont peut-être quand même quelque chose d'intéressant. Ouais. Voilà. Il s'agit pas de jeter bébé avec l'eau du bain quand ça fonctionne pas, c'est d'essayer d'aller voir un peu. Voilà, c'est exactement cette démarche, c'est de dire bon, d'accord, c'est vrai, c'est pas simple, mais c'est pas une raison pour tout rejeter. Je pense qu'il y a des choses extrêmement intéressantes. Et c'est quelque chose qui me parle particulièrement, parce que dans ma pratique, j'ai trouvé, en tant qu'enseignante spécialisée, j'ai trouvé ça extrêmement complexe de trouver des dispositifs, d'en inventer, voilà. Et en effet, il y a quelquefois dans l'enseignement cette idée de dire que prendre quelque chose clé en main, c'est pas bien. Alors que je dis pas qu'il faut que toutes les pratiques pédagogiques soient uniquement l'utilisation de dispositifs déjà fondés, mais je dis que ça peut, déjà s'approprier un dispositif, ça demande une expertise extrêmement forte, déjà. Et puis, qu'en effet, ça peut aider et que ça fait partie aussi du développement professionnel. S'approprier un outil qui a été développé notamment avec des résultats de recherche, parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que souvent ces outils, ils n'ont jamais été développés tout seuls par des chercheurs. Dans 90% des cas, tous les outils qu'on dit fondés sur des données probantes ont été développés avec des enseignants. Donc, ils ne sont pas si éloignés comme des fois on peut l'entendre des pratiques. Et une autre chose, ce que j'ai peur d'oublier, c'est que il y a souvent eu du coup, comme ça marchait pas, il y a eu ce débat de dire, vous voyez, c'est bien aux enseignants de tout inventer. Et des fois, on a vu, notamment dans les journaux, cette question, les enseignants sont-ils de simples exécutants, ou alors doivent-ils créer? Et je me dis que cette question, elle est très mal posée, en fait. Tant qu'on se la pose de cette façon, on va passer à côté de l'expertise enseignante. Et c'est pour ça, en fait, que dans l'article, je parle beaucoup anglais, dans l'article qui est sur le 21 du LabCID, j'avais à cœur, en fait, de m'appuyer sur des données pour traiter cette question, et pas simplement sur une opinion. Ouais, j'entends, ça me parle complètement ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est vrai c'est souvent une espèce de dichotomie, soit on crée, soit on applique, alors qu'en fait, effectivement, derrière, il y a tout un tas de gestes professionnels, de connaissances d'adaptation à son public, mais comment on adapte un dispositif à son public tout en respectant ce qui a été probant dans les données et ce qui est important, l'essence, en fait, du dispositif. Et je trouve que c'est ça, en fait, elle est là, l'expertise de
l'enseignant allait pas, dans se dire est-ce que je suis capable de créer, ou est-ce que le fait de prendre un dispositif tout fait, c'est juste être un ouvrier spécialisé de la pédagogie. C'est plus de pouvoir avoir accès justement à cette essence qui fait que cet outil, en fait, ce qui est important dans cet outil-là, c'est pas le format, c'est pas le fait qu'il soit sur une fiche ou pas sur une fiche, ou voilà. Ce qui avait au départ la pensée racine de ce dispositif-là, c'était ça. Et en fait, c'est de connaître où est-ce qu'on a une marge de manœuvre ou pas, où est-ce qu'on est dans la fidélité justement du dispositif, ou où est-ce qu'on est complètement en train de le travestir. Enfin, je sais pas si le terme est approprié, mais non, mais c'est ça, parce que en fait, je trouve qu'un très bon exemple, ce sont les ateliers Fluence. On a cru, je trouve que c'est par essence, voilà, on a cru que c'était très simple de faire des ateliers de Fluence et qu'on pouvait les diffuser très vite à très grande échelle. Mais en fait, ça a été, je sais pas, on n'a pas d'évaluation rigoureuse là-dessus, enfin, ou je la connais pas en tout cas. Peut-être qu'il en existe, mais nous on en a fait une notamment dans ma thèse. Ce qu'on voit, c'est que c'est pas du tout si simple que ça, alors que ça paraît, on pourrait se dire, c'est pas très compliqué, faire lire des élèves plusieurs fois, mais non, tout compte fait, déjà l'affluence a été mal compris. L'affluence de texte, c'est bien lire au rythme de la parole avec la prosodie adaptée. Enfin voilà, il y a cette idée de sens dans l'affluence, elle a toujours existé. Et voilà, c'est vrai que des fois ça a été fait où on s'est simplement attaché à la vitesse et à l'exactitude. Donc en effet, pour mettre en œuvre avec fidélité un outil, il faut déjà connaître très bien ses fondements théoriques. Qu'est-ce que c'est que l'affluence? Avec qui ça marche? Pourquoi? Enfin, quel est le but ultime? Donc, il y a toute cette connaissance à avoir, sinon, en effet, on applique et on risque d'appliquer mal. Ouais. Et ça me fait penser aussi à la compréhension. Moi, je me souviens avoir vu, par exemple, une application de Lectorino, Lectorinette dans une classe où, du coup, sans la connaissance, sans la compréhension, la connaissance de l'enseignant de ce que c'est que la compréhension et justement des fondements théoriques, du coup, l'enseignante avait pris juste les supports, en fait, et les élèves remplissaient les documents écrits. Mais là, par exemple, autant quand on a compris ce que c'est, on pourrait facilement créer et adapter sur d'autres textes, autant si on n'a pas compris les enjeux derrière et qu'on prend simplement le résultat, l'outil final, sans les fondements théoriques, on peut passer mais complètement à côté de son essence. Tout à fait. Alors que quand on prend, notamment Lectorino, Lectorinette, on pourrait se dire, justement, il y a quand même, ils ont anticipé, il y a tout un volet théorique, qui est formateur aussi dans ces outils. Ouais. Mais voilà, on ne sait pas comment les enseignants est-ce qu'ils vont tout lire, est-ce qu'ils vont vraiment tout utiliser. En tous les cas, oui, cette expertise, cette connaissance des fondements théoriques est essentielle, parce qu'à mon avis, on se trompe un peu. Je trouve dans la formation des enseignants et même dans l'accompagnement, la formation continue, on insiste vraiment sur le en dehors de la classe, comment on prépare, mais on va pas assez dans les classes. Alors que l'essence, elle est là. C'est là les principes actifs. C'est comment je peux mettre en œuvre de façon efficace ces outils. Et on voit bien que y a de nombreuses recherches qui vont dans le sens que qu'est-ce qui fait qu'un enseignant est efficace? C'est vraiment dans la qualité des interactions qu'il a dans la classe avec les élèves, et sa capacité à les garder sur le bon objectif d'apprentissage, à les garder engagés d'un point de vue cognitif. C'est ça en fait l'enjeu, sur le bon objectif. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, c'est vrai qu'on se focalise souvent dans la formation sur l'aspect un peu plus didactique, sur la présentation d'un dispositif, etc. Alors que souvent, comme vous venez de le dire, la difficulté, elle va être après, dans la mise en œuvre, dans comment je m'en empare dans la classe, même si j'ai les phases de la séance, si derrière j'arrive pas à remobiliser les élèves, à savoir à quel moment je leur donne la parole, qu'est-ce que j'ai envie d'aller tirer comme fil, etc. Je sais que c'est un débat passionné, très politique, et que ce que j'ai essayé de faire dans cet article qui est sur le 21 du Lapsidé, vraiment, j'avais une obsession, je peux dire, c'était de m'appuyer sur des données, de dire
que disent les données sur l'expertise enseignante. Et je pense que voilà, j'ai utilisé 2 articles, donc c'est rien. Voilà, j'ai essayé de les rendre accessibles au plus grand nombre. Mais pour moi, il est évident qu'on doit développer des recherches pour avoir encore plus de données et s'appuyer sur des données pour essayer de comprendre c'est quoi cette expertise enseignant, pour justement avoir aussi des arguments pour dire à quel point la formation est importante et que doit contenir cette formation. Ouais. Et du coup, à l'issue de cette recherche passionnée, qu'est-ce que vous auriez envie de dire là aux enseignants ou aux formateurs? Qu'il n'y a pas de solution simple à des situations extrêmement complexes. Voilà, que leur métier est extrêmement difficile. Je suis très bien placée pour dire qu'il est très insuffisamment reconnu dans son expertise. Voilà, et qu'il faut qu'on essaye de travailler ensemble. Je parle des chercheurs, des cadres académiques, des enseignants, des formateurs, pour essayer de trouver Enfin voilà, on n'a pas les mêmes missions, on n'a pas les mêmes expertises, mais je pense que voilà, il faut qu'on s'interroge sur quelles sont nos expertises propres, quelles sont les expertises des chercheurs, avec l'intérêt, les limites. Pareil pour les enseignants, pareil pour les formateurs, voilà, et d'essayer de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, parce que en plus, je pense qu'on a pour la plupart le même objectif. Qu'est-ce qui nous anime tous? C'est le fait qu'en France, on est un des pays de l'OCDE où les résultats scolaires sont le plus reliés à l'origine sociale. Et ça, c'est inacceptable. Voilà, ça doit être notre combat. Ouais, un combat qu'on doit mener et qu'on doit pas oublier. Voilà. Donc, je trouve que c'est aussi ce qui met du sens à ce qu'on fait, ce qu'on essaye. Ça oriente. Merci pour ce petit rappel. Tout à l'heure, quand vous parliez, il y a quelque chose qui m'est venu sur le clé en main, où je me suis dit, en fait, peut-être qu'on le définit mal, ce clé en main. On le définit mal, et parce que moi, je me suis heurtée plusieurs fois, par exemple, dans des formations où je pensais répondre à la demande des enseignants qui me disaient, nous, on a besoin de clé en main. Donc, j'apportais quelque chose qui me semblait être du clé en main. Et à l'issue de la formation, me rendre compte que les enseignants n'avaient pas du tout perçu ça comme du clé en main. Parce que, alors moi aussi, c'est quelque chose auquel je me heurte. Et je pense que on doit aller encore plus finement, peut-être, dans les gestes pédagogiques associés. On voit bien, alors il y a beaucoup de recherches qui se font, notamment sur... Alors, on parle plus forcément de formation, mais de développement professionnel. C'est ce qui fait, en fait, qu'on arrive à faire évoluer les pratiques des enseignants. Forcément, à un moment donné, il va y avoir ce qu'on appelle du coaching. Alors, je pense qu'en France, le mot ferait très peur. Mais en tous les cas, c'est l'idée d'aller dans la classe, voir quels sont les gestes. Et notamment, celle qui travaille beaucoup là-dessus dans le milieu francophone, c'est Marie Boquillon, d'aller très finement dans l'analyse des gestes pédagogiques et de voir en quoi ce geste remplit bien la fonction et l'intention qu'on y mettait derrière. Ouais. Je suis complètement d'accord. Enfin, moi, c'est vrai que c'est ce que je fais du coaching auprès des enseignants. Alors, à la différence que quand je suis en coaching, je suis pas dans les classes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je m'appuie sur la façon dont les enseignants racontent aussi leur pratique. Et c'est vrai que j'ai eu les deux casquettes. J'ai les deux casquettes, la formation et le coaching. Et quand on va dans le coaching, prendre ce temps d'aller parler finement des intentions, de ce qui s'est vraiment passé, de ce que je voulais, de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait et de ce que ça a produit chez les élèves, et de pouvoir regarder ça. On a rarement, enfin moi en tout cas, je l'avais jamais eu aussi finement qu'en coaching, d'avoir 1 heure avec une personne pour pouvoir aller parler de ça et pouvoir le faire en plus en étant dans les classes. En théorie, on pourrait l'avoir quand on est formateur en circonscription, mais en fait, c'est le temps qu'il n'y a pas pour faire ça. Alors, on manque de temps et peut-être aussi d'outils d'analyse très fine des pratiques. Il suffit pas de faire parler les gens, je pense. Il faut avoir des outils très fins d'analyse. Il faut cibler très précisément. C'est pour ça que moi, je trouve que les travaux de Marie Boquillon sont extraordinaires. Voilà, ça grille. Qui va regarder comment un enseignant distribue la parole dans sa classe. Quels sont est-ce qu'il le fait consciemment? Est-ce qu'il interroge les meilleurs élèves? Est-ce qu'il
ça, c'est quelque chose d'essentiel. Enfin, et notamment, voilà, c'est Sébastien Goudot qui a montré dans une recherche en maternelle que tout compte fait, on avait plutôt tendance à faire parler ceux qui sont déjà très bons. Et donc, probablement que c'est une pratique qui va reproduire les inégalités ou les amplifier. Donc voilà, c'est sur ce genre de choses qu'on doit aller, à mon avis. Ouais. Et du coup, il y avait aussi la question des neuromythes, toujours finalement en tirant le fil de comment on s'approprie les résultats de la recherche dans les pratiques. Et c'est vrai que depuis quelques années, il y a pas mal d'idées qui circulent sur les neurosciences, les sciences cognitives, ce que dit la recherche, etc. Et qu'on a parfois tendance juste à dire oui, la science dit que, ou les neurosciences prouvent que. Et d'ailleurs, moi-même, ce que je vous disais, ça, juste inconsciemment de ce procédé stylistique, on va dire, mais pour pouvoir donner du crédit à ce qu'on dit. Voilà, il y a une étude qui a dit que, les neurosciences ont dit que, et au final, ça véhicule, les choses se déforment et certaines idées sont véhiculées. On ne sait plus très bien ce qui est vrai de ce qui est faux. Alors en effet, oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu un paradoxe parce qu'à la fois, il y a eu un engouement pour les neurosciences, voilà, pour les sciences cognitives, qui avaient des résultats, et on peut se dire ah c'est chouette, super, il y a un intérêt pour voilà, pour la science qui pourrait apporter des connaissances pour améliorer l'éducation, mais en même temps, ça s'est accompagné de la diffusion de neuromythes, notamment le plus prégnant chez les enseignants dans le monde entier. C'est pas, voilà, les études, elles ont interrogé les enseignants. Le plus prégnant, c'est les styles d'apprentissage. Voilà, qu'on aurait des élèves qui seraient plutôt auditifs, plutôt visuels, et que si on leur présente l'information sur voilà leur façon préférée, ils apprendraient mieux. Or, voilà, pour l'instant, on n'a aucune preuve empirique que cela leur permet d'améliorer l'apprentissage. Donc, en effet, il y a la diffusion de neuromythes importants en éducation. Ouais. Et du coup, ce serait quoi la piste pour un peu chanter justement ces neuromythes, ou en tout cas qui permettent, oui, de pouvoir vérifier la véracité des données? Alors, je pense que déjà, il y a le fait de... Alors, on n'a pas une solution. On a des pistes. Probablement que ce serait de renforcer la formation scientifique, déjà, des enseignants. Voilà, en disant c'est quoi les données probantes, c'est quoi, qu'est-ce que c'est qu'une méta-analyse, qu'est-ce que c'est que une recherche expérimentale, en effet, et quelle est la validité de ces résultats. C'est quoi la validité d'une recherche expérimentale sur, je sais pas, 2 classes ou alors sur 50 classes. Attention, voilà. Toute cette culture un petit peu scientifique, ce serait une façon de faire. Une autre façon, c'est qu'en effet, les chercheurs, eux aussi, se disent que c'est important qu'ils s'occupent de savoir comment sont diffusés leurs résultats de recherche, et de participer notamment activement à cette diffusion. Alors là, je pense que pour ce qui concerne le LabCID, on est très sensible à cette question, et donc je rappelle qu'il y a notamment le 21 du LabCID qui invite tous les mois un chercheur du laboratoire à diffuser les résultats de ses recherches, soit par podcast, soit notamment par des articles qui restent disponibles. Mais il n'y a pas que le LabCID, en effet, voilà, il y a plein de chercheurs qui ont conscience de ça. Et puis, une dernière chose, c'est pas la seule, il y a plusieurs pistes, mais une autre piste qui me paraît intéressante, c'est de voir, et ça rejoint la première question qu'on s'est posée, tout compte fait, comment est-ce que cela impacte vraiment les pratiques pédagogiques ? Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller voir aussi qu'est-ce que ça change dans les pratiques en favorable ou en défavorable, et d'aller vérifier l'efficacité. Il y a cette question de se dire, est-ce que parce que il y a eu des données probantes dessus, ça a été vérifié, est-ce que ça invalide les autres pratiques? Parce que évidemment qu'il y a des choses qu'on fait dans la classe qui ont été validées par aucune étude et qui fonctionnent. Donc il y a cette idée, je trouve des fois
de se dire, ben voilà, telle pratique, elle est mieux qu'une autre parce qu'il y a une étude qui le prouve, tout simplement parce qu'aucune étude n'a été démontré que l'autre ne fonctionne pas. Il y a cette idée-là. Et puis, pour développer peut-être un peu l'esprit critique ou la connaissance scientifique, à partir de quand ça suffit pour être une donnée probante? Parce que dans le vocabulaire, il y a les études disent, il y a une étude à prouver où ça a été prouvé scientifiquement, et qu'est-ce qu'il y a derrière ça en fait? Alors, il y a plusieurs questions. Enfin, dans ce que vous dites, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est OK. Alors, on peut avoir des résultats très forts, enfin solides, qui montrent que telle pratique devrait faire davantage progresser les élèves. Donc, on parle de pratique efficace, mais elle ne sera active que dans la façon dont elle est mise en œuvre. De toute façon, il ne faut jamais oublier ça. Ouais. Donc, il y a ça déjà. Et puis, en effet, il y a autre chose, c'est moi, ce que je trouvais difficile dans ma pratique d'enseignante, et notamment dans ma pratique d'enseignante spécialisée, c'était le fait de tout compte fait avoir peu d'indices sur l'efficacité de ce que je mettais en œuvre. Je trouve que, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement difficile dans le métier enseignant. On va tenter des choses, alors on a des impressions, on voit bien que cette année, ça a l'air de mieux marcher, mais tout compte fait, on a peu de retours très objectifs. Forcément, il y a plein de biais. On peut être convaincu et du coup se dire mais si on a plein de preuves que ça marche mieux, ça se voit bien et ça je trouve ça extrêmement difficile dans notre métier en effet. En même temps on a une certaine réticence, on voit aussi notamment de la part des enseignants à au moins sur certaines compétences évaluer l'efficacité de nos pratiques. Ça reste un gros mot en éducation, l'efficacité. Ouais, je pense que ça a trait aussi à l'estime et la confiance en soi des enseignants, de doute, et en même temps aussi au fait que il y a peu d'indicateurs on ne sait pas forcément quoi regarder sur le moment, et parfois il y a des choses aussi qui se jouent sur du long terme, et c'est difficile d'évaluer une pratique quand ça fait beaucoup de choses en fait. Quand on n'a pas été voir la fidélité au dispositif à un moment donné, quand ensuite il faut que ça se joue sur une année ou 2 années pour en mesurer vraiment les effets, peut-être voir avec quand je l'ai pas fait, quand je l'ai fait. Enfin, je trouve que ça, effectivement, on manque de données, on manque d'indicateurs, on ne sait pas forcément quoi regarder. Et puis peut-être aussi que aller voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, ça demande beaucoup de recul et d'humilité. C'est-à-dire de pouvoir se dire, c'est pas moi, ma personne, je ne suis pas une mauvaise enseignante parce que mes élèves n'ont pas. C'est parce que je suis en train de tester que ce dispositif il fonctionne pas. C'est très vrai. Enfin, à nouveau, je voudrais dire 2 choses différentes. La première, c'est qu'en effet, il me semble vraiment urgent, essentiel, très important de décorréler en fait l'efficacité des pratiques de la personne en elle-même. Je trouve que c'est très lié dans l'enseignement. Il y a un peu ceux qui l'ont, ceux qui l'ont pas. Alors qu'en fait, on devrait parler de développement professionnel, de gestes professionnels tout au long de la carrière, et d'une amélioration. Des enseignants, ou des gestes professionnels plutôt que des enseignants. Donc ça me paraît en effet quelque chose vraiment d'essentiel, de dire non, c'est pas la personne, ce sont des gestes professionnels, et la personne n'est pas seule responsable de ces gestes professionnels. Si ça fonctionne pas, ça veut dire aussi qu'elle n'a pas été assez bien accompagnée, qu'elle n'a pas été assez bien formée, que c'est toute une institution qui est responsable. Si ça fonctionne pas dans une classe. Donc ça, on peut pas continuer à tenir les enseignants responsables de ce qui se passe dans leur classe. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'en effet, c'est extrêmement dur à évaluer, parce que là, on parle d'efficacité, mettons, des élèves qu'on arriverait davantage à faire progresser en lecture. Mais bien entendu que la classe, ça se résume pas à ça. Peut-être que pour certains élèves, s'ils ont déjà pris du plaisir à venir, c'était l'essentiel de l'année. Peut-être que ça peut être ça l'objectif. Que peut-être que si certains un tel a repris confiance un peu en lui, c'est l'objectif énorme de l'année et c'est déjà essentiel. Donc en effet, c'est difficile de prendre un critère
pour évaluer l'efficacité d'une pratique. C'est vrai. Mmh. Est-ce que, puisqu'on est encore un peu sur tout ça, sur les neuromythes, est-ce qu'il y a des neuromythes que vous aimeriez déconstruire en priorité pour justement aller vers cette efficacité des pratiques? Tout à l'heure, vous parliez des styles d'apprentissage. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est drôle parce que c'est pas un neuromythe, mais la première chose qui m'est venue quand vous avez commencé à poser votre question, c'était que les chercheurs sont tout seuls dans leur tour d'ivoire, qui pensent qu'ils doivent, enfin qu'ils ont l'impression qu'il suffit de donner des directives aux enseignants et que ça va marcher. C'est ça qui m'est venu en premier. Une première croyance à déconstruire, en tout cas. Voilà. Mais c'est pas ça un neuromythe, c'est pas la définition. Alors, je sais pas si on peut parler de neuromythe, mais je pense qu'il y a quelque chose, à mon avis, qui fait pas du bien aux pratiques enseignantes. C'est l'idée que on apprendrait tous de façon très différente et qu'il faudrait adapter à chacun. Je pense que c'est une idée des fois un peu générale dans l'enseignement, alors que c'est plutôt l'inverse, notamment quand on voit alors, je vais parler de ce que je connais un peu mieux, c'est l'apprentissage de la lecture. On voit plutôt que c'est l'inverse, que pour tous les élèves, ou pour la plus grande majorité des élèves, on respecte certaines étapes et qu'il y a une façon d'enseigner qui paraît la plus efficace, qui semble la plus efficace pour tous. Et je pense déjà que si, et c'est le modèle notamment de réponse à l'intervention, que déjà si on faisait de cette façon en premier lieu pour tous les élèves, on réduirait notamment les difficultés. Après, ça ne veut pas dire que tous vont apprendre comme ça, mais c'est une minorité pour qui il va falloir autre chose. Voilà. Ouais. Plutôt que de chercher dès le départ, en fait, des manières très différentes suivant les élèves. Ouais. Ça rejoint un peu les styles d'apprentissage, mais c'est un petit peu élargi. Ouais. Je ne sais pas si j'étais très claire. C'est hyper clair. Et moi, je trouve qu'en plus, derrière de dire ça, c'est aussi déculpabilisant ou rassurant. C'est-à-dire que ça va faire par ricochet, gagner du temps aux enseignants. On a ce truc de se dire, il faut que presque, c'est même plus de la différenciation, on voudrait tout individualiser et du coup, on va aller se perdre, mettre notre attention sur des petites choses qui vont être de l'ordre de trouver plein de micro-tâches pour plein d'élèves, alors que là, de penser ça autrement, je trouve que ça retourne un peu la façon de regarder les choses, de dire, OK, je peux aller vers quelque chose qui est globalement efficace pour la majorité de mes élèves. Et ça va me libérer du temps, de l'attention et de l'énergie pour aller puiser peut-être dans ma créativité à ce moment-là et essayer d'adapter en fonction des profils qui ne rentreraient pas dans le lot, on va dire. C'est exactement ça. Il y a autre chose aussi, enfin, c'est pas un neuromythe à nouveau, mais je pense que c'est une croyance qui fait que les enseignants passent énormément d'énergie à trouver des situations motivantes. Alors que, en fait, on oublie que le fait de réussir quelque chose est très motivant et beaucoup plus puissant. Voilà, je pense qu'on passe énormément de temps à dire pour apprendre à lire, il faut trouver une situation super motivante, etc., etc. On oublie que mettre les élèves en réussite dans un apprentissage, c'est extrêmement motivant. Et ça, en fait, alors moi j'ai beaucoup travaillé avec des élèves de SECPA, notamment, et on voit ça au collège. Toutes les personnes qui ont mené des ateliers, notamment des ateliers bien faits de fluence au collège avec des élèves en grande difficulté, savent que c'est un levier fort de motivation pour les élèves parce qu'on les met en réussite. Et quand on voit les taux notamment le taux de décrochage au niveau du collège, on aurait intérêt justement, plutôt que de chercher des trucs pas possibles pour essayer de les motiver, de penser à l'efficacité de nos pratiques, car les faire réussir, c'est motiver les élèves. Ouais, c'est génial parce que c'est vrai qu'en plus, ça a un côté puissant fond quand on cherche vraiment la motivation à l'extérieur, enfin par autre chose. C'est-à-dire que oui, je sais pas, on va faire un jeu, puis on va pas faire le même jeu tout le temps, donc on va en faire un autre et puis on va chercher un autre jeu. Et en même temps, je suis pas en train de dire que c'est pas intéressant et bien sûr que l'aspect ludique
voilà, le jeu à sa place, etc. Et c'est pas le sujet, mais c'est vrai que voilà, quand on cherche à motiver autrement, et je pense là à un coaching que j'ai fait il y a pas longtemps où la collègue, elle n'arrivait pas à comprendre la démotivation de ses élèves qui étaient perpétuellement en échec en mathématiques. Et du coup, elle me disait, j'ai remarqué que quand je fais ça, ils y arrivent, donc ils sont contents et ils se mettent au travail. Ben oui. Voilà. Oui. Je vous rejoins. Hein. Il s'agit pas de dire il faut plus faire de jeux. Enfin, voilà, il y a c'est un ensemble complexe la classe. Enfin, c'est ce qu'on essaye de dire depuis le début. C'est évidemment qu'il faut faire des sorties scolaires, évidemment qu'il faut les emmener à l'opéra, évidemment qu'il faut, il faut ça, tout ça aussi. Mais il ne faut pas perdre de vue que être efficace, continuer à réussir à faire progresser tous les élèves, c'est un élément essentiel. Alors je dis pas que c'est simple. Non. J'irais pas dire ça. Non, mais c'est important de l'entendre aussi parce que souvent les enseignants, ils ont l'impression, peut-être aussi à cause de cette dévalorisation de leur métier ou cette non-valorisation en tout cas, ils ont l'impression que, j'ai souvent entendu, moi je ne sais faire qu'enseigner, comme si enseigner c'était une petite compétence comme ça. Et je trouve que c'est important que les enseignants entendent que ce qu'ils savent faire, ce sont des compétences de haut niveau, que c'est complexe et que c'est normal des fois que ça fonctionne pas tout de suite et que quand ça fonctionne, c'est pas un coup de chance. Enfin, c'est pas. Voilà, il y a des compétences professionnelles derrière et moi j'ai envie de les aider à les voir et à mettre des mots sur ces compétences et à les comprendre pour pouvoir en prendre conscience et puis les mobiliser consciemment, quoi. C'est vrai que c'est un métier qui à la fois requiert des compétences intellectuelles de très haut niveau. Voilà, il faut se tenir à jour des résultats. Comment est-ce qu'on apprend à lire? Comment est-ce qu'on apprend à compter? Comment est-ce qu'on prend le concept du nombre? Donc c'est très très complexe. Et en même temps, ça demande des compétences de gestion de mise en œuvre qui sont mais vraiment très complexes. Je pense qu'il faut l'avoir vécu pour se rendre compte à quel point c'est difficile de gérer 25-30 élèves avec des élèves qui ont des troubles du comportement, voilà, avec des élèves qui n'ont pas forcément envie d'être là, avec si en plus il neige, c'est la catastrophe. Enfin voilà, il y a plein de choses, de paramètres à prendre en compte et c'est épuisant physiquement. C'est à la fois un métier qui demande des connaissances intellectuelles de haut niveau, ça je pense qu'il faut insister là-dessus, et une mise en œuvre aussi de très haut niveau. Ouais, et merci de le dire et de le rappeler. Et je pense que le fait que ce soit quelqu'un qui fait partie de la recherche, la dernière fois, je vous parlais de parfois un biais d'autorité, mais en tout cas, ça permet aussi aux enseignants d'entendre. Voilà, c'est reconnu, c'est dit, c'est su, et peut-être que eux-mêmes qui écoutent n'en ont pas conscience. Et le fait de s'entendre dire que ce qu'on fait, que notre pratique, elle est constituée de plusieurs compétences et que c'est complexe, je pense que c'est important. Oui, je pense que c'est important parce qu'en effet, ils ont un rôle. Alors, je vais encore citer Marie Boquillon, mais elle dit aussi, ils ont un grand pouvoir et de grandes responsabilités. Enfin, c'est l'enjeu en éducation, il est énorme. C'est un enjeu de société. C'est voilà, on fait un investissement pour l'avenir de notre société. Si des enfants décrochent dès la fin de primaire, dès le début du collège, ça aura ils vont se sentir rejetés et ça aura un impact sur la société. Forcément. On va le payer plus tard. Donc, je ne peux dire qu'il faut investir dans les enseignants, dans leur accompagnement. C'est vrai aussi que, c'est un peu facile de le dire, mais c'est un peu, pour tous ceux qui ont passé une journée de classe, 6 heures de classe, on ressort assez lessivé quand même. Voilà. On demande ensuite, voilà, de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire le lendemain, comment on va réorganiser la journée par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est vrai que ce temps de travail après avoir géré la classe, il est certainement pas suffisamment reconnu. On dit aux on a parlé de développement professionnel, on a dit que ça devait se passer dans les classes. Il faut du temps pour ça. Ouais. Il faut du temps reconnu.
Je valide à 100%, je suis complètement d'accord. Enfin, voilà, rien à ajouter, tout a été dit. Est-ce qu'il y a quelque chose, une question que je vous ai pas posée et que vous aimeriez partager avec les enseignants et les enseignantes qui nous écoutent? Non, je leur dirais juste courage, tenez le coup. Votre métier est très important. Voilà, je pense que oui, c'est un métier, voilà, qui est vraiment, enfin, ils ont une responsabilité très très forte. Des fois, on peut avoir un impact fort sur des trajectoires d'enfants. Voilà, et j'aimerais aussi qu'ils soient mieux reconnus. Merci beaucoup. Et merci pour toutes vos questions très pertinentes. Merci. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Et si vous voulez recevoir du contenu supplémentaire 2 fois par mois, inscrivez-vous à ma newsletter sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.